Eh bien, voilà, nous avons retrouvé notre invité, Monsieur Hazem Badawi, guide touristique. Et aujourd'hui, nous avons d'autres aspects à découvrir, d'autres découvertes à découvrir. La libéralisation de la livre égyptienne et son impact sur le tourisme. Eh bien, il y a encore beaucoup à savoir. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, Madame Maha, merci beaucoup. Tout d'abord, on est au mois de décembre, ça sera bientôt le Nouvel An, Noël. Est-ce qu'il y a une amélioration quelconque au niveau du tourisme? Heureusement, oui. Ah bah, la bonne nouvelle, voilà. Voilà. Mais aussi, vous savez bien que j'aime toujours être franc. C'est oui, il y a pas mal de réservations. Il y a déjà des touristes qui commencent à venir, mais encore une fois, sur le niveau individuel et pas le tourisme de masse comme prévu. Et pour être honnête, selon les prévisions des experts en Égypte, c'est pas avant octobre 2018. Je sais que ces nouvelles ne sont pas très encourageantes, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Pas, parce que comme vous savez, la saison touristique commence depuis octobre jusqu'à mai de l'année suivante. C'est-à-dire, nous sommes en pleine saison maintenant. Moi, j'étais, il y a 2 mois, les derniers 2 mois, pas les 2 mois depuis octobre jusqu'au 23 novembre, j'étais entre Luxor et Assouan avec des amis de Québec et de Luxembourg. Et vraiment, les gens, ils disaient, mais ça, c'est la haute saison et les sites sont vides, relativement. Mais pour décembre, il y a janvier, il y a peu, février aussi, et il y a aussi des Français qui vont venir. Ça, c'est selon les informations que je suis sûr qu'ils vont venir, parce que j'ai d'occupation avec. Il faut aussi avouer que l'État a fait du travail et la situation se calme au fur et à mesure dans l'État. Parce que le calme, c'est ça ce qui encourage les gens de venir. Et je dois dire que cette année, ou cette saison, disons pour être précis, du septembre dernier jusqu'à maintenant, pas mal. Je ne dis pas ni bien ni assez bien, mais pas mal par rapport aux années avant, les 5 ans depuis la Révolution, parce que nous sommes au 6e année depuis la Révolution maintenant. Donc, je dois dire qu'à partir de septembre dernier jusqu'à maintenant, et ça continue selon les prévisions, c'est pas mal du tout comme début. Voilà, ça c'est pour ce sujet-là. D'accord, le tourisme à la lumière du flottement de la livre égyptienne. Donc, quel est l'impact des nouveaux prix sur le tourisme? Très bien. Bon, vous m'avez dit, vous avez terminé votre question par les nouveaux prix. Et ça, c'est catastrophique. Parce que, selon cette dévaluation pour le livre égyptien, les prix ont devenu le double. Ça, c'est... nous vivons dans ça, et les hôtels et tous les endroits touristiques, ils demandent, ils mettent leurs prix selon cette dévaluation, même en devise. Mais le côté positif, ce que j'entends l'écho de chez les étrangers de l'extérieur, c'est que déjà cette décision, c'est une décision très courageuse de la part du gouvernement. Je ne parle pas politique, madame, maintenant, je parle économique, et quelle est la répercussion de ça pour le tourisme. Lorsque les gens à l'étranger, ils voient que l'État a pris ces décisions économiques, alors ils pensent de 2 façons, que est-ce que l'autorité tient bien le pays stable, parce que normalement lorsqu'on fait cette dévaluation, il va être suivi par des hausses des prix. Est-ce que notre peuple, 90 millions, va supporter cette hausse sans faire des problèmes? Et si vous vous souvenez, il y avait des menaces le 11 novembre, si vous vous souvenez, et j'avais des groupes qui m'ont dit quelque chose, rien qui est arrivé, tout était calme. Donc ça donne une impression chez les gens à l'étranger, donc l'État est stable et calme. Autre chose, cette dévaluation a doublé le prix de l'euro ou du dollar. Admettons, par exemple, avant cette dévaluation, l'euro, il était l'équivalent de 8 à 9 livres égyptiens à la banque. Aujourd'hui, il coûte
19. C'est-à-dire, l'étranger qui viendra là, s'il a 10 euros, au lieu qu'il ait une contre-valeur 90 livres, ça va être 180. Ce qui lui va faire psychologiquement ou actuellement l'impression qu'il a de l'argent dans sa poche. C'est vrai que la hausse des prix va avaler de notre côté, mais ça encourage, même pour les investisseurs. C'est-à-dire, ça va faire tourner un peu la roue. Et je crois que ça, c'est une des raisons qui a, je ne veux pas dire encouragé, qui a commencé à faire bouger un peu la roue du tourisme et qu'on a des légères réservations jusqu'à février. Et en ce qui concerne les sanctions relatives à l'aviation, on vient de passer là un commentaire concernant le Conseil mondial du voyage et du tourisme et l'Organisation mondiale du tourisme qui ont demandé à la Grande-Bretagne de ne plus se tenir vraiment à cette décision relative à l'interdiction de vol vers Sharm el-Sheikh. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une chose. Et aussi, permettez-moi de dire, aussi les États-Unis, avant 2 semaines, il a mis l'Égypte dans une zone verte que les gens peuvent venir partout, soit dans toute l'Égypte, excepté même sur la carte qu'ils l'ont mis, il a dit les zones interdites sont rouges et l'Égypte était parmi les zones vertes. Donc, en plus, la nouvelle que vous venez de le dire maintenant, aussi un pays comme les États-Unis, lorsqu'il autorise ou lorsqu'il dit à leur peuple aller en Égypte, c'est sûr ce qui est sérieux. Et aussi, il ne faut pas oublier que quand j'étais avec vous ici il y a quelques mois, on a aussi parlé des mesures de la sécurité qui à l'aéroport qui sont maintenant très sévères parce que j'ai utilisé les aéroports égyptiens les derniers 2 mois. Dans les vols domestiques, vraiment les mesures sont très strictes et sévères et ça, ce qui encourage ces pays. Et il y avait une grande conférence qui était aussi à Luxor, novembre dernier, il y a juste 2 semaines. Ils ont invité aussi plusieurs pays, des tours opérateurs, pour leur faire montrer comment c'est l'État. Ce que je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas grand changement. On travaille sur ça depuis 5 ans. L'Égypte n'était pas chaotique, c'était juste l'année de la Révolution, 2011-2012. Mais tout le reste, c'était l'écho de cette révolution. Donc, le pays travaille fort. Selon ce que vous venez de dire pour le Royaume-Uni et qu'on leur a dit d'autoriser les avions de venir ici, ce qui est normal, que la roue commence à tourner. Aussi, permets-moi d'ajouter quelque chose. Le ministère de l'Archéologie a fait quelque chose aussi très important que j'ai souvent demandé ici dans votre programme, c'est d'ouvrir des tombes qui étaient fermées pendant des années, des vingtaines d'années, par une contre-valeur raisonnable. Et ils ont fait ça pour les tombeaux à Luxor, comme Siti le Premier et Nefertari, qui ont 2 superbes tombeaux à une contre-valeur 1000 livres égyptiens, l'équivalent de 60 € ou 70 $. Et je veux vous dire l'opinion d'un ami luxembourgeois qui était avec moi il y a 2 semaines. On a visité ces tombeaux de Siti le Premier. On a resté à l'intérieur environ 1h30, même presque 2 heures. Quand il a sorti, il a dit c'est suffisant de visiter la vallée des rois dans cet tombeau seulement et pas aller ailleurs, malgré que cet ami-là, c'est la 3e fois qu'il vient 2012, 2014 et 2016. Ça, c'est juste comme opinion. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, est-ce qu'il y a de nouvelles découvertes à nous révéler? Oui, il y a de nouvelles découvertes. Je ne suis pas au courant pour les détails, mais il y a à Luxor et il y a aux régions pyramidales. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ils ont découvert des tombes aussi à Luxor et ils ont déjà inauguré des tombes à Saqqara. Et je dois avouer que même moi, avec mes amis, je n'étais pas au courant qu'ils ont inauguré une tombeau à côté, la tombeau de la nourrice de Toutankhamon, Maya, qu'ils venaient d'inaugurer il y a 6 ou 7 mois. Ils l'ont ouvert pour la visite, c'est-à-dire le travail pour ces découvertes, madame. Ils travaillent très très fort et il met ces sites-là aux visites au public.
ce qui est un effort, il faut dire chapeau au ministère de l'Archéologie. Bien sûr, il y a des endroits à Luxor, des tombes, qui l'ont découvert. Ils ne peuvent pas le mettre si vite pour les visites. Et ils ont trouvé même des momies, quelques petits trésors. Mais pour mettre des tombeaux comme ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Bon, ça dépend. 2, 3 ans, 4 ans, parce qu'il faut énormément de travail pour mettre ces endroits en valeur. Il y a aussi le travail au temple de Amenophis III, à la rive ouest. Et en travaillant, il découvre des pièces enterrées. Vraiment, peut-être dans une émission prochaine, on peut se mettre d'accord. Je vous amènerai des photos. Comment ce temple-là était avant 5 ans ou 6 ans et comment il est devenu aujourd'hui. Vraiment, miracle de travailler comme ça. Et ça montre quelque chose. C'est que le travail dans les fouilles et le travail de la restauration, si vraiment on donne le temps, les finances et la passion, on peut avoir des miracles. Et aussi, pour Luxor, pour les découvertes, l'allée des Sphinx, que l'État a démarré de dégager les ponts et les maisons qui étaient dessus depuis 2008. Vous vous rendez compte, même le gouverneur à l'époque de Luxor, il a arraché beaucoup de bâtiments et des mosquées bien sûr, il les a remplacés. C'est pas pour, il a détruit, il les a remplacés ailleurs. Il a nettoyé et aujourd'hui, madame, on peut faire la balade du temple de Luxor jusqu'au temple de Karnak dans les Sphinx comme c'était à l'époque avant 2 millénaires avant notre ère. Ce qui est vraiment, il faut aller voir ça. Je dis, ici c'est vrai que maintenant on parle avec les étrangers dans cette émission-là, mais je souhaite que les Égyptiens aussi vont là-bas et voir comment, parce que ces découvertes-là, c'est un patrimoine mondial et les Égyptiens doivent aussi savoir leurs histoires. Le musée égyptien a fait maintenant des visites nocturnes 2 fois par semaine. Donc, est-ce que le fait d'avoir vraiment étendu la durée des visites allant jusqu'au soir, est-ce que ça a un meilleur rendement? Bien sûr, on a, nous, comme des spécialistes, comme des guides, on a attendu ça depuis longtemps. Parce que déjà, cette prolongation du temps, maintenant, il ferme, je crois, à 9h soir. D'abord, l'ambiance de visiter le musée, parce que le musée, ce n'est pas juste la maison du musée à l'intérieur. À l'extérieur, il y a un jardin qui s'appelle jardin-musée. Et ça, je vais vous dire, c'est un des caractères généraux de la présentation archéologique égyptienne. Les musées sont 3 sortes. Musée ouvert, jardin-musée et musée. Le musée égyptien a 2 sortes de ça. Jardin-musée, là où toutes les pièces dehors sont originales, et avec la luminosité et les phares, et tout ça, ça donne une ambiance superbe, et on peut passer de temps merveilleux. Ensuite, à l'intérieur, ça c'est aussi, sur la lumière, c'est complètement différent. Bien sûr, ça donne l'occasion de ne pas comprimer les excursions journalières des touristes. Au lieu de dire, il faut vite faire les pyramides, Saqqara et le musée avant qu'ils ferment à 16 heures, alors maintenant on peut le faire dans le calme, que ça donne assez de temps pour visiter le musée, assez le goût pour les touristes pour admirer et sentir qu'ils sont venus et ils ont eu le contre-valeur de leurs argent qu'ils ont payé d'admirer les sites. Parce que c'était, je ne veux pas dire de peine des remarques, toujours les touristes, ils disaient, mais oui, mais on aimerait bien rester un peu plus de temps. On aimerait bien, je dis, ah bon, désolé, il faut qu'on ferme bientôt, donc j'aimerais bien rester avec... Mais, donc ça, c'est bien sûr, c'est excellent. C'est comme ils ont fait, comme c'est le cas dans les temples, dans certains temples au sud, comme le temple de Komombo et de Luxor, ils sont ouverts jusqu'à 9h soir, jusqu'à 21h, ce qui donne l'occasion aussi de voir, c'est une autre ambiance, madame, lorsqu'on visite ces endroits-là, à ce moment-là. Et ça aide aussi les programmes, ou de mettre les programmes à l'aise et mettre le touriste dans le confort et pas lui stresser.
Voilà. Maintenant, c'est l'hiver. Je pense que c'est le moment ou jamais d'aller à Luxor, d'aller à Aswan. Est-ce que les croisières sont actives ces temps-ci? Bien sûr, ils sont actifs. Je dois aussi dire quelque chose que, bon, ceux qui ont été affectés à cause de cette paralysation de tourisme pendant 5 ans, il y a pas mal de bateaux qui sont hors service, mais aussi il a activé ou il a donné l'occasion aux petits bateaux, une sorte de bateau qui s'appelle dahabiya, ça veut dire doré ou or, le mot or. Ce sont des bateaux à voile, bon, à voile entre guillemets, parce qu'ils sont remorqués par des petits bateaux en moteur de loin. Quel est l'avantage? Que ces bateaux, ils fonctionnent mieux parce qu'à cause des petits groupes qui viennent maintenant, par exemple, il y a une réservation de entre 2 à 5 couples maximum, 10 personnes. Ça, pour le mettre sur un bateau qui contient 150 personnes, c'est pas rentable ni pour le bateau, ni pour personne. Alors, ils réservent sur cette petite sorte de bateau qu'on appelle felouk ou dahabiya, et ça fait bien tourner cette sorte de bateau. Ce qui est extraordinaire, même j'étais avec mon groupe québécois en octobre dernier, on a passé 1 semaine, 7 nuits sur un bateau de dahabiya ou un felouk comme ça, et ils ont dit octobre prochain, on est sûr et certain là, même si ce n'est pas avant. C'est-à-dire, c'est une sorte aussi de navigation très appréciée. C'est le même programme, mais il y a quelque chose d'important, que cette sorte de bateaux, ils peuvent accoster dans des régions comme Gabal el-Selsela, comme certaines îles, que les grands bateaux ne peuvent pas arrêter. Je n'ai pas de publicité pour ces petits bateaux-là, mais je dis c'est un genre de tourisme que les Égyptiens ne le savent pas. Même quand je parlais avec certains Égyptiens, chez nous, ils disent, mais est-ce que vraiment il y a cette sorte de bateau? Ça, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu, on n'a jamais, malgré que c'est une sorte aussi de bateau qui existe depuis plus que 15 ans, il est apparu et il continue. Mais les bateaux croisières normales, les grands bateaux qui contiennent 150, etc., il y a autour d'une vingtaine ou trentaine de bateaux parmi 320 qui naviguent. Ça, c'est juste et pour le désert, le tourisme du désert, vous êtes un expert du désert blanc et désert noir. C'est vrai que pour des raisons de sécurité, il y a plusieurs années, le campement n'était plus autorisé. Est-ce qu'on a repris la possibilité de camper maintenant? Je veux juste corriger quelque chose. Oui, ils ont interdit juste de dormir dans le désert. Ben oui, pour de faire des bivouacs. camper. Mais attention, madame, mais il y a des hôtels. Non, oui, il y a des hôtels, mais je veux dire, les tentes et le fait de camper, c'était interdit. Et il faut aussi dire quelque chose, mais il y a des camps stables. Non, je veux dire, comme les hôtels. Le campement que je voudrais mentionner, c'est que quand ils mettaient des tentes et qu'ils pouvaient dormir dans le désert. Ça c'est jusqu'à maintenant. Interdit. Non, oui, ça c'est jusqu'à maintenant. Juste pour ne pas avoir... C'est pas pour des raisons de sécurité. La sécurité maintenant existe, mais la décision n'est pas encore prise d'ouvrir ces régions. C'est-à-dire ces régions visitables dans l'hôtel, mais pas dans le concept de bivouac, comme vous venez de dire. Ça c'est oui. Ça c'est oui. C'est pas encore, même pour Sinaï. Et je vais vous dire quelque chose. À Sinaï, aujourd'hui, c'était interdit strictement, mais maintenant, pour des excursions journalières, avec des permis, c'est autorisé, et je viens de savoir ça il y a 2-3 jours. C'est autorisé. Eh bien, Monsieur Hazem Badawi, c'est vrai que maintenant, on est beaucoup plus optimiste par rapport à autrefois. C'est bien d'avoir fait une évaluation, et donc on s'attend à davantage de découvertes et à davantage d'activités touristiques. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame. Eh bien, aujourd'hui, nous avons consacré notre soirée au tourisme à partir de plusieurs perspectives initiatives, de manière à sensibiliser le public dans les quartiers les plus défavorisés vis-à-vis de sensibiliser le public et les habitants du quartier vis-à-vis des monuments touristiques qui côtoient sans toutefois apprécier leurs valeurs, et aussi d'une initiative qui visait à sensibiliser les enfants vis-à-vis de l'importance d'avoir vraiment un quartier propre, bien maintenu et des monuments touristiques importants.
aussi. Nous avons aussi passé en revue ou évalué le tourisme, le mouvement touristique à présent pour savoir où est-ce qu'on est. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous, bon week-end et à la prochaine.